culture d'islam d'Abdelwahab Medeb Amadi Rédici, vous nous venez avec un très beau livre, et un livre vif, percutant, acéré aussi, hein. Vous ne lâchez rien, et vous ne pardonnez à personne. La tragédie de l'islam moderne, livre qui vient de paraître aux éditions du Seuil, dans une série qui a été commencée par les politiques en islam, le prophète, le roi et le savant, livre que paru en 1998 aux éditions L'Harmattan, puis l'exception islamique aux éditions du Seuil en 2004, le pacte de Najd, ou comment l'islam sectaire est devenu l'islam, livre très important sur le wahhabisme et la manière avec laquelle le wahhabisme a formaté l'islam, livre paru aux éditions du Seuil en 2007, et en cette année donc 2011, le printemps 2011, paraît la tragédie de l'islam moderne. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes professeur à la faculté de droit et de sciences politiques de Tunis, plutôt de politologie, je pense. Oui, c'est ce qu'on pourrait dire. Voilà. Oui. Et là, ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est que ce n'est pas le livre d'un universitaire. Certes, il y a le savoir de l'universitaire, mais là, on est dans la forme essai. On a presque, bon, vous avez honoré le référentiel, les références aux notes, et votre livre est probablement le plus philosophique. D'ailleurs, la référence philosophique est très présente, de Spinoza, Kant, à Rawls, en passant aussi par les références islamiques. Averroès est aussi présent. Ce livre vient de loin, c'est-à-dire, bon, c'est le livre de ma culture, comme on dit, hein. Vous savez, Nietzsche a dit, on n'écrit jamais qu'un seul livre, tout le reste est rature, ajout, note en bas de page, et plus d'un bon écrivain n'a même pas écrit son livre. Donc on écrit le livre de la culture. De ce point de vue-là, oui, c'est un livre qui vient de loin, c'est-à-dire qui a maturé, qui a mis du temps à naître. Et j'y ai travaillé pendant longtemps, donc je l'écris franchement d'un trait, c'est-à-dire je l'écris en 3 mois, d'un trait, alors que j'avais un autre livre en chantier sur les controverses théologiques à l'âge médiéval. Je pense qu'on en a parlé. Plus érudit, dense, là, voilà, plus érudit. Entre plus temps, documentaire, disons. Entre temps, pour me faire la main, comme on dit, pour ne pas arrêter d'écrire, je l'ai écrit d'un trait. Et voilà, ça a donné un livre qui concentre ou bien qui synthétise à peu près tout ce que j'ai fait depuis plusieurs années sur le rapport entre islam et modernité en général. J'ai choisi le titre La tragédie de l'islam moderne parce que le rapport à la modernité a été, à mon sens, vécu comme une tragédie, alors que ça aurait pu être une relation normale, banale, que toute société extra-européenne a vécu d'une manière ou d'une autre. Seul l'islam l'a vécu d'une manière convulsive, d'une manière tendue, comme s'il y avait un problème dans la modernité elle-même qui ne pouvait être assimilé en tant que tel. J'ai écrit en introduction, en une phrase lapidaire, la tragédie est grecque. Les Arabes, les philosophes arabes ne l'ont pas compris, ou presque. Pourquoi ? Parce que tout simplement, j'imagine que vous connaissez la nouvelle de Borges sur Averroès. La quête d'Averroès. La quête d'Averroès. Dans Aleph. Dans Aleph. Averroès qui, voyant des enfants jouer dans le patio et cherchant à traduire, en fait, c'est de la fiction, il n'a pas traduit. La poétique d'Aristote traduit le terme tragédie par panégyrique. Et comédie par satire. Voilà, exactement. En fait, ça vient... C'est-à-dire, il a rabattu les catégories de la poétique arabe aux catégories de la poétique grecque qui ne parvenaient pas à comprendre du fait que nous n'avons eu dans la tradition arabe ni tragédie, ni comédie, ni forme théâtrale. En fait, l'enquête, si vous voulez, l'erreur de casting vient d'un peu plus loin. Le premier texte, on peut en parler bien sûr, parce que quand même c'est la tragédie, donc c'est important. D'autant plus que vous utilisez le terme tragédie au sens le plus précis, puisque vous vous référez amplement et à de multiples reprises à la poétique d'Aristote. Le livre est construit comme une tragédie, c'est-à-dire avec des actions qui suscitent chez le spectateur de la pitié ou de la terreur
terreur et qui pousse le spectateur à faire son travail de catharsis, c'est-à-dire la purge de ses sentiments et pour qu'il apprenne à respecter les dieux, à éviter la démesure. Et la nouaison, le dénouement, la révélation. Absolument. Le travail de reconnaissance, non, c'est vraiment construit comme tel. Mais je veux juste, sur le plan philologique, dire que le problème ne vient pas d'Averroès. Des traducteurs arabes. Absolument, de Matta ibn Younes, qui a traduit. Voilà. C'est Matta ça. qui a traduit. Je l'ai lu, le texte de Matta. Oui, Il sûr. est plein de barbarisme. Oui, oui, oui. Et c'est un quand même méritoire de la part D'Averroès, oui. d'abord d'Farabi, après d'Ibn Sina, finalement d'Averroès, d'avoir compris quand même qu'il y avait quelque chose qui se jouait dans la tragédie, mais seulement ils sont passés à côté de ce qu'on peut appeler le scénique, c'est-à-dire le théâtre lui-même, l'orchestre, le chœur, le jeu des acteurs. Le genre et le corpus leur manquaient. Absolument. Absolument. Quand ils Et donc, essayaient de comprendre les passages n'avaient pas sur compris Oedipe, ils ne comprenaient pas du tout. ils ne comprenaient pas la théâtralité du geste tragique. Ils ont pris seulement le texte, c'est-à-dire la prose rythmée. Et donc là, les Arabes n'ont pas connu la tragédie. Elle les rattrape dans les temps modernes, mais évidemment sous la forme du choc de la modernité. Et d'une manière, ils la vivent d'une manière inconsciente, sans savoir qu'ils illustrent au quotidien le genre. Oui, bien sûr, mais ça a été ça l'objet, montrer comment ils ont vécu. Ils ne l'ont pas connu comme forme artistique, mais ils l'ont vécu comme un genre, justement, dans les temps modernes. Encore, justement, une dernière information à caractère philologique. La première pièce de théâtre a eu lieu en 1847, je crois, d'un certain Naqash. Il a joué l'avare de Molière à Beyrouth. Et vous voyez maintenant comment le contenu épouse la forme, épouse le contenu. Et avant la représentation, que fait Naqash? Il commence la pièce par un long discours en prose rythmée sur le déclin de l'islam. Et voilà donc la forme qui était quand même il s'agissait seulement de représenter l'avare de Molière, épouse le contenu, le déclin de l'islam dans les temps modernes. Mon livre parle de cela. Et alors, où se noue justement la tragédie? Et je crois que la tragédie se noue avant tout face aux catégories envahissantes de l'Occident et à la volonté de vouloir les adapter. Et ce désir fou de vouloir absolument trouver des équivalents face à des catégories, à des notions totalement nouvelles, comme démocratie, comme droit positif. Et on voulait à tout prix trouver des équivalents dans le fond arabe. Donc il y a un retour à la tradition immensément étrange, et c'est cela qui crée le nœud tragique. Absolument. Le nœud tragique vient, je pense, j'ai fait la théorie, j'ai fait dans la tragédie de l'islam, j'ai fait d'abord la théorie en peu de pages, c'est-à-dire une vingtaine de pages, puis après l'enquête empirique sur les thématiques. Dans la théorie, dans la partie théorique, j'ai dit que ça se jouait entre justement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire l'équation de la modernité, et puis le rapport à la tradition en lui-même. Pour ce qui est de l'équation de la modernité, comme vous le dites, il y a le nœud, c'est l'absence d'instance arbitrale, cette comptabilité à deux entrées, qui fait qu'il y a une entrée pour quelque chose, une pour la bonne modernité, une pour la mauvaise modernité, une pour la bonne tradition, une pour la mauvaise tradition. Seulement, il n'existe, et je pense que c'est là le drame de l'islam que nous vivons jusqu'à aujourd'hui. Il n'existe aucune instance arbitrale, ni théologique, ni intellectuelle, ni politique, pour nous dire quelle est la bonne entrée et quelle est la mauvaise, quel est le bon islam et quel est le mauvais islam. Et l'islam s'est égaré dans cette quête, et le pluralisme des modernités et des traditions n'y a pas beaucoup aidé. Plus que ça, par rapport à la tradition, ma thèse a été la suivante: le problème n'est pas la tradition, le problème c'est le sacré qui excède la tradition. Au-delà de la tradition, qui est quand même, nous sommes tous quelque part traditionnels, c'est-à-dire nous avons tous, y compris les Français, en quelque part un rapport à leur tradition. Toutes les traditions ne sont pas mauvaises et ne sont pas toutes à jeter dans une réalité moderne. Absolument. Seulement, il y a quelque chose
qui est la sacralisation de certaines postures ou de certaines attitudes ou de certains textes ou certains dogmes a fait que la tradition, le sacré a excédé la tradition, il a dépassé la tradition et cette sacralisation a fait qu'il y a un rapport de fascination et en même temps de terreur justement sur le modèle de la tragédie grecque par rapport à ce sacré. Sinon, on ne comprend pas pourquoi aujourd'hui des gens considèrent, des femmes considèrent que c'est un devoir religieux de porter le voile, d'autres considèrent que c'est impératif de faire le ramadan. Vous avez beau relativiser ces postures, dire par exemple, comme on peut le dire, comme vous le dites et je le dis, que l'alcool a été à peine considéré, non pas totalement interdit, mais interdit par la tradition. Alors comment la tradition. D'autant plus que dans la tradition elle-même, oui, nous avons un corpus bachique profond. Vous avez travaillé là-dessus, et vous le savez. Mais allez expliquer à un musulman basique que ce n'est pas le cas. Donc il y a un élément de mystère qui fascine dans la tradition, qui fait que après même la désacralisation de la tradition, ce noyau dur reste. Et c'est le fond tragique. Donc c'est le vécu, c'est le sacré vécu au quotidien, en somme. D'ailleurs, vous faites référence à la manière avec laquelle votre texte, théoriquement, est très chargé, il est très contrôlé, il est sous contrôle, il est précis. Et le passage sur cette sacralisation du quotidien, vous évoquez précisément, vous utilisez et vous démontrez que ça fonctionne, les schémas durkheimiens, par exemple. Absolument, le schéma durkheimien, c'est-à-dire on n'a pas compris qu'on pouvait avoir un rapport à la Jérusalem céleste au lieu que ce soit la Jérusalem réelle comme les chrétiens. C'est-à-dire le rapport à la Mecque est toujours un rapport physique. C'est-à-dire il faut y aller, faire le pèlerinage sur le modèle rituel en fait pré-islamique comme vous le savez. Donc c'est cela le problème, c'est-à-dire le fait de pouvoir transformer la religion au quotidien rituel en une religion de foi individuelle. C'est un des enjeux également de la modernité aujourd'hui, ce que j'ai appelé la tragédie de l'islam moderne. Alors, Amadi Rédici, au départ, vous parlez de où vous situez la crise de la culture. La crise de la culture, vous la situez dans le fait que nous avons une vision globalisante, totalisante, qui est celle de la tradition islamique et qui peut être celle de toute tradition, hein, qui est toujours la tradition grecque aussi, voilà, qui est totalisante et qui est construite sur un axe qui est bon, disons théocentré, anthropocentré, géocentré, et la modernité qui vient et qui déroute tout cela. Et le problème, c'est justement la crise de la culture vient de cette totalité ou cette ambition, cette prétention à la totalité qui va se trouver confrontée à l'idée de la séparation, à l'idée de la césure, et on n'arrive pas à situer ni cette césure, ni même à percevoir, c'est vouloir continuer dans un monde déjà divisé, construit même sur la division, vouloir faire tout pour que survive la vision totalisante. Juste. Non, mais c'est vous-même. Hein, c'est le titre de votre tout premier chapitre que vous avez intitulé « La totalité désunie ». Oui, c'est une totalité désunie. J'emprunte le terme à Habermas qui parlait justement de la totalité désunie des temps modernes, comment les temps modernes ont désuni la totalité construite qui fait que le beau, le vrai et le bien soient ensemble. Mais dans le cas islamique, cette totalité désunie vient d'abord du choc de la modernité. Vous avez parlé vous, dans la maladie de l'islam, le fait que l'islam a été destitué de son règne. Eh ben, le choc, prenez le cas de Napoléon, ça a commencé par Napoléon. Napoléon a été le révélateur. Absolument. Mais regardez la différence entre l'islam tragique et l'Allemagne apprêtée à digérer la modernité.
Napoléon rentre à Iéna, Hegel dit j'ai vu l'âme sur un cheval, ou quelque chose dans le genre. J'ai vu l'âme du monde sur un cheval. Oui, c'est ça. L'État moderne, presque. Absolument. L'État moderne marchand. Le même Napoléon rentre Au Caire. Au Caire et c'est vécu comme un ébranlement. Et cet ébranlement fait que justement, là, il y a la crise du savoir, le savoir classique, basé essentiellement sur la prééminence des sciences religieuses, vacille. La crise du pouvoir, la rationalité du pouvoir, le califat ou le gouvernement autoritaire adossé à la charia rentre en crise parce qu'il y a une nouvelle rationalité, de nouveaux concepts. Et puis le lien social lui-même avec l'apparition de nouvelles forces sociales, l'avocat, le journaliste, l'intellectuel, et même le fondamentalisme va naître de ces intellectuels, ne va pas naître des clercs traditionnels. Voilà comment la totalité a été désunie. Dès lors qu'elle a été désunie, on a pensé à la reconstituer de nouveau. Et là, justement, on vient d'en parler, on n'a pas trouvé la procédure qui permet justement de reconquérir une culture apaisée, une culture classique, mais apaisée dans son rapport à la modernité. En quoi l'Occident a été une question, d'une manière objective, comme il l'a été pour toutes les cultures traditionnelles, en raison de la modernité qui est la sienne, du fait qu'il s'est lui-même détaché, même s'il en est resté nourri de sa propre tradition, puisque la modernité, le propre de la modernité, c'est la césure, c'est la coupure, c'est la séparation, justement. En quoi c'est une question pour le monde et pour toutes les cultures, et comment l'islam a affronté cette question sans estimer que c'est une question? En fait, l'Occident apparaît au 19e siècle dans la mentalité. Après Bonaparte, après l'expédition de Bonaparte. Auparavant, on parlait de Harouf. Harouf, c'est un espace qui va jusqu'aux frontières bulgares et qui va ailleurs. C'est-à-dire, l'idée même d'Europe, l'idée même d'Occident n'existait pas à l'âge médiéval, encore plus pour l'islam. Et cette découverte, subitement, d'une famille dénoncée, qui comprend à la fois l'Occident en tant qu'espace géopolitique, la technique, la modernité, la rationalité, le capitalisme, l'entreprise capitaliste, l'armée, fait qu'il y a quelque chose, un complexe qu'on appelle l'Occident, et l'islam s'est trouvé face à cet Occident et s'est dit qu'est-ce que c'est que cet Occident qui aujourd'hui, dans la hiérarchie des nations, devient le premier d'entre toutes et qui nous pose un défi. Lui qui ne connaît qu'une religion mineure ou dégradée, après tout, qui a été destituée par Mohammed. Donc, qu'est-ce que c'est que cet Occident, à la fois chrétien, savant, capitaliste, et puissant, et qui nous défie. Dominant. Dominant, et qui nous défie. Et donc, la question d'Occident, c'était ça. Comment être à la fois moderne sans se délester de sa tradition? C'est la question d'Occident dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui. Nous avons fait il y a diverses manières d'avoir abordé cette question. Chacun de nous, d'ailleurs, la porte en lui-même. Je ne pense pas que je sois, ni que vous soyez extérieur à cette problématique. Mais nous avons, je pense, notre avantage, entre guillemets, si on pouvait, c'est que nous avons décidé d'avoir une relation apaisée à cette question. Là, vous avancez, parce que votre épilogue est très beau et on va le laisser à la fin, ce que vous appelez la double critique, qui est très beau. Mais c'est ça la question d'Occident. Et on l'a résolu de la manière que j'ai indiquée, c'est-à-dire selon un système de la double entrée. La comptabilité à double entrée. Vous avez une entrée et une autre, et cette entrée, elle filtre un certain nombre de choses. Et le problème, encore une fois, c'est qu'il n'y a aucune scène arbitrale, soit théologique, soit intellectuelle, soit politique, pour nous dire quel est le bon islam. Et je donne un dernier exemple. Sans cela, on ne comprendrait pas pourquoi il y a tant de conflits sur la notion même de ijtihad, qui fait qu'aussi bien les islamistes... L'ijtihad veut dire l'effort pour appréhender, l'effort pour interpréter. Absolument. Après tout, la seule différence entre nous et les islamistes,
c'est que nous disons que nous avons un bon ijtihad. Mais eux aussi se prévalent de l'ijtihad. Il ne faut pas imaginer que c'est des gens traditionnalistes qui appliquent l'islam de la hiérarchie des clercs traditionnalistes du 19e siècle. Ils n'ont rien à voir avec eux, bien au contraire. Ils sont en conflit total avec eux. Donc, eux aussi se prévalent de l'ijtihad. Il y a un bon ijtihad et un mauvais, mais on ne sait pas non plus quelle est la scène qui va... Et c'est là l'importance de la modernité, c'est qu'elle peut être de l'extérieur un guide, pour ne dire, du point de vue moral, voilà, où l'humanité peut aller vers le mieux, et c'est là où il y a le bon ijtihad. Alors, prenons quelques exemples, si vous voulez bien, parce que votre livre est très important en raison de ces exemples. Moi, j'aimerais bien qu'on prenne pas à pas pour donner un avant-goût afin que nos éditeurs découvrent ce livre, que je trouve constituer une synthèse forte et radicale sur les impasses, sur le problème que vit l'islam depuis le 19e siècle et jusqu'à aujourd'hui encore, vous le dites, Amadir Edissi, l'auteur de la tragédie de l'islam moderne qui est paru aux éditions du Seuil. Quelques éléments importants comme la laïcité, comme la démocratie, comme la tolérance, comme le droit, comment toutes ces catégories qui sont des catégories absolument modernes et le problème énorme des musulmans lorsqu'ils les ont approchés, parce que les musulmans ont essayé de comprendre quel est cet Occident qui les a tellement impressionnés par sa force matérielle, par sa force militaire, par sa puissance industrielle, par ses faits de civilisation. C'est ça qui a impressionné. Et après, on a cherché à comprendre. Et on a découvert donc toutes ces nouvelles catégories. Et le problème énorme, lorsqu'on évoque laïcité, ils disent, mais en fait, l'islam est laïque. Et vous faites la démonstration extraordinaire que chaque fois, la volonté de vouloir trouver des catégories internes à la tradition ont été un empêchement pour l'adaptation à ces catégories qui constituent la modernité. Et vous commencez par ce très beau livre. D'ailleurs, vos titres sont très drôles et très amusants. La laïcité, un seul lit pour deux rêves, dites-vous. Et vous analysez cette polémique magnifique qui a eu lieu entre un chrétien libanais, syro-libanais, qui s'est réfugié en Alexandrie, Farah Anton, et un des grands représentants de la tradition cléricale des oulémas, Mohamed Abdou. Alors c'est bien si vous nous rapportez un peu cette séquence. Cette séquence, elle est extrêmement importante. Peut-être qu'on n'aura pas le temps d'aller dans les détails. Mais Farah Anton, chrétien libanais, débarque à Alexandrie. Il publie une revue. Il reprend les thèses d'Averroès et l'avéroïsme d'Ernest Renan. Mohamed Abdou a été scandalisé. Il prend... Alors, en un mot, quelle est la thèse qui a le plus scandalisé Mohamed Abdou, justement? La thèse est la suivante. Averroès est un rationaliste. Il appartient au rationalisme de l'âge médiéval. Aujourd'hui, nous devons prolonger son rationalisme en séparant la religion de l'État. Il n'utilise pas le terme, il utilise le terme neutralité. Hiyad. Bon, Abdou a été scandalisé. C'est une joute qui a duré pendant des semaines. Abdou répondait dans sa revue à lui, dans sa Al-Manar, absolument. Voilà, c'est ça. Donc c'est un débat très poli, c'est-à-dire c'est un débat entre gens qui se respectaient. C'est peut-être pas du tout. Et que dit Abdou? L'islam en soi percé et laïque, madani bat-taba. C'est comme il est civil. Par nature. Par nature. Donc, il est laïque en lui-même. Pourquoi lui ajouter une deuxième civitas? Ça va créer une des impasses. Ça, c'est une des impasses parce qu'il faut aller, si c'est le cas, il faut ou bien l'État sera par la positive garant de la neutralité, ou bien positivement il va protéger l'islam. Et c'est cette ambiguïté essentielle qui dit que l'islam est laïque par lui-même, qui fait que ni l'État n'est religieux, ni la religion n'est tout à fait politique. Et avec les conséquences qu'on connaît sur la gestion des cultes, le mode, après tout, les cultes, c'est quelque chose qui quand même structure la vie des musulmans. C'est quand même 5 prières par jour, c'est ce que certains appellent l'orthopraxie, c'est ça? Absolument, l'orthopraxie. Comme elle structure, que faire avec ça? Et donc voilà, le premier, un seul lit pour deux rêves, la laïcité occidentale. Et le rêve éveillé de l'islam, c'est que la laïcité est
l'islam est intrinsèque à l'islam. Et l'Occident dit la laïcité suppose la neutralité, au moins, sinon la séparation de l'État et de la religion. On va vivre sur cet équivoque jusqu'à ce jour. Et jusqu'à ce jour, on arrive très mal à pouvoir expliquer à un musulman que la laïcité, un musulman, en tout cas les gens avec qui je vis en Tunisie, je peux en témoigner, nous avons tout le mal du monde, nous, qui défendons ce point de vue, à convaincre, à même expliquer le mot laïcité. Les gens n'arrivent pas à comprendre que veut dire la laïcité. Pour eux, c'est évident que le pays est islamique, l'État doit être musulman. D'ailleurs, il y a un problème de flottement pour le transport de l'expression, même linguistique. Absolument. Puisqu'on parle de laïquer, et là, c'est tout simplement la translittération. Et sinon, on parle almania, ce qui veut dire sécularisation, mais le résultat est le même. Si l'État est en lui-même laïque... Mondanéité. Mondanéité, exactement, voilà. C'est la traduction, mondanéité. Si c'est le cas, alors l'État, quelle politique juridique va avoir l'État par rapport à l'islam? Et là, nous, on va immédiatement aux conséquences. On trouve que cette ambiguïté cache en fait le fait que l'État endosse l'orthopraxis tous les jours, et dans tous les pays islamiques, y compris en Turquie. Et alors le problème, c'est qu'Anton, justement, est chrétien et que lorsqu'il parle de tolérance, il veut absolument se dégager justement de la tradition de la dhimmitude où, certes, il y a une forme de tolérance, mais une tolérance dans l'inégalité. Et là aussi, c'est une chose qu'Abdou ne comprend pas, parce que lui, il estime que l'islam est tolérant, puisqu'il reconnaît une part aux autres religions. Et Anton lui dit... Alors là aussi, il y a un jeu, un enjeu linguistique, parce que chacun utilise des mots qui ne sont pas les mêmes. Quel est l'effort de Anton pour trouver un équivalent arabe au mot tolérance? Il a utilisé le terme tasahel. C'est-à-dire, il y a un chrétien... faciliter le rapport entre des différences. C'est l'acceptation, malgré soi, de l'opinion d'autrui. Ihtimal, on a pensé aussi à le fait de supporter contre son propre ethos, sa propre conviction, le point de vue d'autrui. C'est un mot aussi qui vient de l'âge médiéval, il y a un débat là-dessus, j'ai fait une référence à cela. Le problème de la tolérance, c'est que Farah Anton est un chrétien, mais déchristianisé, c'est-à-dire ce n'est pas un débat entre un chrétien et un musulman. Il évoque même le problème de la place de l'athée. Absolument. C'est un chrétien laïque, sécularisé. Abdou, c'est un musulman réformiste. Et là, vous voyez quand même deux postures importantes qui demeurent deux lignes de force qui demeurent jusqu'à aujourd'hui. Quel est notre problème avec les réformistes musulmans? C'est ce que j'appelle l'islam ventriloque. L'islam parle de tout. C'est-à-dire, il suffit d'y penser pour trouver à l'intérieur de l'islam une parole interne qui parle de ce dont vous voulez parler, c'est-à-dire que ce soit la laïcité, la démocratie, c'est l'énorme problème avec la démocratie, justement, le problème avec le parlementarisme. En un premier temps, les modernistes ont le Parlement, ils l'ont traduit là aussi par une translittération, Parlament, tout simplement, et d'un seul coup est venue cette idée un peu folle, qui n'a jamais été interprétée dans ce sens-là, un verset coranique où il est question de consultation, Shura, et le mot Shura est devenu l'équivalent de Parlement. Mais Parlement, nous avons le Parlement. C'est dans Shura. Et d'ailleurs, vous le remarquez, ce qui est absolument terrible, dans la quasi-intégralité des chambres des députés ou des parlements avec des élections très bizarres, il faut le dire, là aussi vous en parlez, il y a en calligraphie monumentale au-dessus, je veux dire, du pupitre à partir duquel le débat parlementaire est organisé, le fameux verset coranique où il est question de cette fameuse Shura. Vos affaires sont en délibération entre vous. Voilà. Shura qui veut dire délibération, c'est ça. Là, par exemple, on peut parler de l'actualité. Aujourd'hui, il y a quand même une initiation démocratique.
vous en parlez dans Printemps de Tunis, il y a quand même un moment épique que nous vivons en Tunisie et que le monde arabe vit également, où la demande de liberté, de démocratie est très forte. Elle est naturelle. Elle est naturelle. C'est l'instinct qui parle. Absolument, c'est une sorte de droit naturel. Nous sommes avant tout des êtres humains, avant même d'être musulmans. Mais l'enjeu du futur, l'enjeu pour les mois, peut-être l'année à venir ou les années à venir. C'est ces questions-là. C'est Moi, ces c'est pour questions-là, ça que je c'est-à-dire, dis, est-ce que ça sera... votre livre, Amadi Reddissi, La tragédie de l'islam et tout ce dont vous parlez, c'est le chantier d'aujourd'hui, de ce qu'on a appelé le printemps arabe ou le printemps de Tunis. Non, mais c'est évident, parce que ce sont vraiment les questions qu'on peut résoudre et qui ont été rendues aporétiques. Absolument. Et sur lesquelles on traîne depuis un siècle et demi. Nous avons une chance depuis les tanzimettes turcs. Absolument. Nous avons une chance historique de le faire. La révolution tunisienne a été la première révolution dans le monde arabe, la première qui viennent du bas de la société et qui fassent une demande. C'est pour ça que c'est une révolution. Démocratique. Maintenant, est-ce que ça sera une démocratie procédurale sur fond de théodémocratie, c'est-à-dire sur un fond d'application? Ce que vous dites là aussi, le libéralisme politique et la théodémocratie. Je l'ai dit un mot sur cette notion je l'ai dit dans l'exception. Je l'ai dit dans l'exception. Oui. Je suis pour une démocratie libérale, c'est-à-dire qui reconnaît que le noyau des droits individuels intangibles, c'est-à-dire la liberté. Oui. À la limite, franchement, bien que je sois formellement le président de l'association pour la diffusion de la culture laïque en Tunisie, j'y tiens moins que la liberté elle-même. Et je vois toutes les révolutions qui ont eu lieu, en tout cas à commencer par la tunisienne, c'est d'abord une grande demande de liberté. Et la théodémocratie, c'est quoi? C'est la démocratie procédurale. Vous allez au vote sur le modèle iranien, et qu'elle vote sur le modèle iranien ou pakistanais. Et là, la menace pour la Tunisie comme pour l'ensemble des pays arabes, c'est la pakistanisation, c'est-à-dire les gens iront voter, mais la législation sera la charia, c'est-à-dire l'application de la charia. Alors là, justement, cette différence, ça me paraît très important parce que là aussi, on le rabat aisément. On dit charia, mais c'est le droit. Nous avons notre droit. La différence entre le droit positif et la charia, elle est énorme. En quelques mots. Vous avez d'ailleurs un moment que je trouve, un passage que je trouve très fort dans votre livre, le chapitre 6, sur justement la charia et la manière avec laquelle vous montrez que l'intégralité des édifices juridiques dans les pays musulmans, peut-être la Turquie serait le cas unique à part, est bancale pour cette raison-là, pour la concession faite à la charia, même s'il y a une approche dure, comme vous le dites, et une approche molle de la charia. Oui, ce sont des constructions intellectuelles. Dès lors que j'ai travaillé sur maintenant, on parle beaucoup de charia, mais si vous revenez au classique, le terme charia ne veut rien dire. Contrairement à ce que les gens pensent. On parle beaucoup de fiqh. Bien sûr, c'est ça. Voilà. Le fiqh étant le droit pratique, tout bêtement, le droit des cas. J'ai fait une enquête et puis j'ai trouvé un livre qui s'appelle La Charia d'un certain Ajouri. Je me suis dit, voilà, je vais trouver la perle rare. Je vais voir ce livre. Il ne parle pas de charia. Donc charia est presque un concept c'est un concept moderne. C'est un concept moderne. Et c'est fou, alors que la tradition semble parler en son nom dans les temps de la modernité. Absolument. Et elle est confondue à la fois avec une partie du droit islamique classique quand ça arrange. Comme technique de casuistique. Comme technique de casuistique. Elle est expurgée de certains éléments quand cela n'arrange pas, par exemple, les réformistes musulmans ou les modernistes. Ils disent cela ne fait pas partie de la charia. Mais en fait, la charia dure consiste à surenchérir, à considérer que tout est charia. Et là, nous le voyons, par exemple, avec la passion pour le halal, alors que le halal, c'est-à-dire le licite, alors que le licite, à l'âge médiéval, était une catégorie bien déterminée. On sait ce que c'est que le licite, par opposition à ce qui est désapprouvé, interdit, et par rapport au devoir. C'est une catégorie juridique particulière. Là, il y a une dissémination du licite et de l'illicite à une très grande échelle. Donc, c'est pas que c'est un peu mimétique de l'apparence et l'apparition comme repères et critères d'identité pour le kasher chez les juifs? Oui. Mais ça, on le vit dans les sociétés. Quand vous trouvez, par exemple, des listes de produits licites,
halal, ça veut dire quand même il y a quelque chose qui relève du pathos par rapport à ce qui est interdit, ce qui n'existait pas à l'âge classique. Donc, L'âge classique était plus apaisé, il n'était pas, absolument, dans la absolument. tragédie. Voilà, c'est exactement ça. Donc, la charia dure, c'est ça, c'est-à-dire tout est charia et finalement rien ne l'est. Et la charia molle consiste à pouvoir adapter un certain nombre d'éléments du dispositif classique au temps moderne. Ce qui est pour nous important, c'est que si la charia ou si l'interprétation molle convient au principe que les individus sont libres, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence entre les personnes, entre les gens, entre la femme et l'homme, et entre le musulman et le non-musulman, il n'y a aucun problème. Nous nous réconcilierons définitivement avec la charia molle. Maintenant, s'il y a à chaque fois de la surenchère sur ces éléments clés pour moi, c'est-à-dire la liberté individuelle, c'est-à-dire le droit entre citoyens, entre citoyens, indépendamment Or, le genre et bien sûr, et la croyance et l'ethnie et la langue. Et bien sûr, dès lors, il n'y a plus de problème. Nous sommes réconciliés avec la modernité. Seulement, mais la manière de convoquer à chaque fois sur n'importe quel élément du vécu quotidien, la charia comme un joker qu'on joue contre le vécu moderne me semble relever non seulement d'une attitude anti-moderne et même de la pathologie. Ce qui fait que nous sommes entrés dans cette culture folle de la fatwa. Absolument, elle vient d'abord de l'absence de scène arbitrale. Personne, avant, au 19e siècle, les choses étaient claires. Les clercs, c'est-à-dire les hommes de religion, avaient leur domaine. Ceux qu'on appelle les oulémas en français. Les oulémas, oui. Moi, franchement, je pense que la situation du 18e, par rapport à aujourd'hui, est meilleure. C'est-à-dire, nous savions qu'au 18e siècle, il y a des hommes de religion qui disaient ce qu'était le droit. Ce qu'était la norme. Ce qu'était la norme. Voilà. Il dictait la norme. À côté, il y avait un pouvoir autoritaire. On eût aimé qu'il fût démocratique, ce n'a pas été le cas, mais c'est-à-dire les rôles étaient... Et puis vous avez l'islam populaire, soufi. Voilà en gros les trois islams qu'il y avait. Celui du pouvoir, celui des ulamas et c'est l'islam populaire. Le vernaculaire, oui. On savait qui avait autorité à dire quoi. Avec justement la cassure moderne, justement la tragédie de l'islam moderne, fait que... D'ailleurs, cette époque du XVIIIe siècle, si on posait une question à un musulman, on lui dirait qu'est-ce que c'est que l'islam, il vous répondrait par un concept abstrait. C'est la religion de l'unicité divine. Absolument. Alors qu'aujourd'hui, on vous dirait c'est le jeûne, c'est le halal, c'est le voile, c'est... Vous avez totalement raison, parce que quand j'ai travaillé sur les débats théologiques, malheureusement, le livre n'est pas sorti au seuil. J'espère qu'il sortira dans les prochaines, les mois qui viennent, difficiles. Mais disons, dans le débat entre les juifs, les chrétiens et les musulmans, chaque fois que se posait la question, qu'est-ce que le christianisme, les chrétiens avaient une idée fixe de leur... Ils avaient mais les musulmans... Le mystère absolument, des hypostases, mais les musulmans, c'était ça. Nous sommes... je n'ai trouvé dans aucune polémique, il y a quand même 30 textes musulmans, aucun texte qui définit ce que c'est que l'islam. Je vous le donne en prime. 30 réfutations du christianisme et du judaïsme, il n'y a pas une seule définition de l'islam. Seulement, l'islam, c'est la religion de Tawhid, Mohammed est le dernier des prophètes, de l'unicité, Mohammed est le dernier des prophètes, c'est une religion globale, mais il n'y a pas ce dont vous parlez. Prenons le cas du voile. Il n'y a aucun, je les ai lus, n'est-ce pas? Il n'y a aucun des classiques fondamentaux en droit, qui inscrit dans le chapitre sur la femme, parce que là j'ai un chapitre sur la femme, qui inscrit le voile comme un devoir, comme item, ce n'est même pas un item. C'est-à-dire, la seule chose dont on parle dans le chapitre du droit islamique du voile, c'est justement quand, pour les fiançailles, peut-on voir la fiancée et il est recommandé de voir seulement son visage et ses mains et selon un hadith, tout ce qui peut susciter le nikah, c'est-à-dire la fertilité ou la fertilisation ou la relation. Le mot ambivalent. Oui, en même temps le mariage, acte de chair. Absolument. C'est tout, mais il n'y a pas... J'étais
sidéré. Un livre comme le Homme de Shafi'i, qui fait plus de deux, Shafi'i étant un des fondateurs des 4 écoles reconnues, orthodoxes, absolument. canoniques, Il y a, hommes du 8e siècle. je vous assure, il y a plus de deux volumes, dont chacun fait plus de 1900 pages. C'est-à-dire, vous avez 4000 pages à 5000 pages. Il n'y a pas un seul paragraphe, même pas de quelques lignes sur le voile. Donc, ce n'était pas une question. Et alors, justement, pourquoi tous nos droits alors sont des droits du Maroc à l'Indonésie qui sont marqués par cette espèce de comment dire, chaotant, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est des édifices chaotants, branlants. Écoutez, les indépendances... Là, je m'adresse à votre formation de juriste. Quoi, oui, à la base, oui. Bon. Je pense que c'est venu des indépendances. Les indépendances ont été essentiellement un mouvement c'était des mouvements modernes, mais c'était aussi des mouvements pour la défense d'une identité arabo-musulmane pour l'essentiel des pays qui ont été conquis par la France ou par l'Angleterre. Et donc, dans les travaux préparatoires, dans les constitutions, les premières constitutions, on a voulu mettre l'accent. Vous avez fait d'ailleurs une analyse très intéressante sur les constitutions, sur j'ai fait le topo. Quasi systématique. Oui, voilà, systématique. Où est inscrit l'islam comme religion de l'État dans les constitutions modernes, du Maroc à l'Indonésie. Absolument, oui. Et alors, synthèse, les 3 positions que vous avez trouvées. Prenons seulement les États qui ne parlent pas de l'islam comme religion de l'État, parce qu'ils sont quand même une minorité. C'est à quelques États. Il y a anciens États communistes de l'Asie centrale. L'article 2 de la Constitution turque, depuis 1937, qui n'a pas changé, il ne bouge jamais, cet article. Ils ont fait 3 constitutions, il n'a jamais bougé. La Turquie est laïque, qui est le terme laïque, il ne bouge pas. Vous avez l'Indonésie qui est basée sur les 5 principes moraux, c'est-à-dire l'unité divine, la justice, l'humanisme, le nationalisme, et j'ai oublié le 5e principe. Mais là aussi, il n'est pas en dessous, reconnaissance de 5 religions. Et en même temps, il y a un autre article qui reconnaît les 5 religions. Mais là, ce sont les 5 principes. Et puis, c'est tout. Vous avez le Liban, pour les raisons qu'on connaît. C'est-à-dire ce décalcage entre confession et vote. C'est-à-dire, il n'y a pas d'article. Les constitutions sont muettes sur la religion de l'État. Donc ça, c'est les constitutions muettes. Est-ce que c'est dans la Constitution le fait que le président doit être chrétien, le président de la République chrétien, oui, dans le pacte de 43, de l'Assemblée nationale chiite et le Premier ministre sunnite? Oui, c'est dans le pacte de 43, le pacte qui a été... La fin du mandat, c'est ça? Oui, et puis il a été repris dans le pacte de Taïf en 1989. C'est très compliqué, le Liban, comment il gère. Mais de toute façon, mais ça, ce n'est qu'un premier niveau. Deuxième niveau, il faut passer à une chose plus importante, laquelle est voir si la charia est une norme ou la norme fondamentale de la législation. Et vous trouvez... Ou alors silence, comme en Tunisie. Où en Tunisie, c'est le silence. On dit que en Tunisie, c'est le silence. L'article 2 dit que ou l'article 1, je ne sais pas, dit que l'État est la... Non, la Tunisie, l'article 1er dit que l'islam est la religion de l'État. La religion de l'État. Non, je parle de la charia comme norme fondamentale, comme norme, comme base de la législation. Centrale ou une source. Une ou source principale. Là, vous avez quand même des configurations différentes. Vous prenez le cas de l'Égypte, par exemple, 1980. Là, oui, l'article 2 de la Constitution. Ce qui est très, très grave pour un pays qui a 10% de chrétiens. Et j'espère qu'avec la Révolution, ils vont changer cet article. J'espère que le pouvoir constituant... c'est un des enjeux. C'est un des enjeux parce qu'ils ont une minorité copte qui obéit au droit islamique en cas de conflit entre un musulman et un copte. Ouais. C'est aberrant. C'est aberrant quand même. Alors que c'est un pays qui a eu... Vous savez que la Constitution de 1923, à l'époque de la monarchie, bien sûr, avait l'égalité citoyenne au sens le plus moderne. Oui, je sais. Donc ça, c'est un deuxième niveau qui est important. Il faut vérifier pour savoir si un État est laïque ou pas, ce deuxième élément. Le troisième élément qui est important, et là, je n'en ai fini, tous les États islamiques, sans exception, y compris la Turquie, ont un département ou des départements ou un ministère de la gestion du culte. Donc la question de la laïcité en islam demeure un chantier ouvert parce que même les États qui se proclament de la laïcité ont un ministère ou un département. En Indonésie, ils ont un ministère.
En Turquie, ils ont Diyanet, qui est un département dépendant du Premier ministère et qui a le budget de 3 ministères et qui est même discriminatoire. Il ne protège que le culte hanifite, c'est-à-dire une des écoles de droit islamique. C'est-à-dire la dominante. Oui. Maintenant, nous demandons une laïcité à la limite sociale, c'est-à-dire nous voulons que les femmes et les hommes soient égaux et que la liberté de conscience et la liberté de culte soient assurées, quel que soit le mode par lequel l'État va s'autoproclamer ou choisir son propre culte. Alors, Amady Rédici, un tout dernier mot sur votre épilogue et cette double critique dans justement la dualité constitutive, objectivement, du monde islamique, le rapport, l'intégration ou non de l'Occident comme question et comment l'intégrer, et de sa propre généalogie émanant du natif des uns et des autres. Oui, j'ai écrit cette double critique, la conclusion, la double, parce que les gens pensent que nous sommes hyper modernes, ou nous sommes postmodernes, ou nous sommes francophones, ou nous sommes acculturés. Ce n'est pas vrai. Nous sommes y compris nous-mêmes, c'est-à-dire que nous sommes dans un site à la fois interne à l'Occident, mais en même temps externe. Nous sommes dans cette double culture et donc dans cette double critique, à la fois de la culture occidentale. La fameuse modernité inachevée, pour reprendre l'expression d'Habermas. Absolument. Oui, oui. Et nous sommes dans la critique. Ou Derrida, de la démocratie à venir. Absolument. Toujours à venir. Absolument. Et en même temps, critique à l'égard de notre propre tradition. Et c'est dans ce double refus qu'il y a, si vous voulez, une zone intermédiaire, une zone grise ou une zone dans laquelle nous sommes. C'est là où le salut face au péril pourrait croître. Absolument, ou là où j'ai dit que justement l'islam l'a vécu d'une manière tragique, alors que c'est une joie, alors que c'est un enrichissement et dont qu'il faut célébrer comme une grande joie. Merci infiniment Amady Rédici pour ce bel essai incisif et tout de vie, tout de verve. Cette tragédie très bien écrit dans le sens où il suscite. En plus, vous avez toujours vous posez les questions les plus aiguës, mais avec toujours une forme d'ironie, d'humour. Je ne sais pas comment dire, ça traverse le tragique dans cette tragédie de l'islam moderne. C'était Culture d'Islam d'Abdelwahab Meddeb, coordination Dominique Compétissa, technique Serge Ristich, réalisation François Connac.